Bonjour à tous et merci d'être fidèles au grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos. Bonjour Charles Rodwell. Bonjour, merci pour votre invitation. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Vous êtes député Ensemble pour la République des Yvelines et membre de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Ce dimanche, grand meeting d'Édouard Philippe en campagne depuis 2021. L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron promet de la sueur et une règle d'or budgétaire. Allez-vous vous inscrire dans ces pas ? Ou attendez-vous autre chose? C'est aussi aujourd'hui que se tiendra une seconde marche pour Louis, 17 ans, recueillement mais aussi colère de tous ses parents qui, dans des cas différents, sont des victimes de dysfonctionnement des services, des enquêtes et de la justice. Comment mettre fin également à l'hyperviolence en France? Nous parlerons de l'immigration, pourquoi ce qui est voté au niveau européen a tant de mal à être voté ou envisagé même en France, et le budget 2027 arrive bientôt. Va-t-on avoir autant de mal qu'avec le budget 2026? Vous êtes l'un de ceux, et c'est rare aussi, à évoquer une dose de capitalisation dans les retraites. Pour évoquer tous ces sujets ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ce dimanche est un jour important dans la course à la présidentielle, car c'est le jour où Édouard Philippe tient son meeting qu'il veut personnel devant 5000 personnes à l'Adidas Arena de Paris. Alors c'est tout à l'heure à 14h, vous avez le temps d'y aller, Charles Rodwell. Oui, mais je ne serai pas à cette réunion publique organisée par Édouard Philippe. Alors déjà, je tiens à reconnaître une chose à Édouard Philippe, à Gabriel Attal, à Bruno Retailleau, c'est que enfin chacun de ces candidats appelle aujourd'hui au rassemblement de nos forces. Et c'est heureux parce que ce n'était pas le cas il y a déjà plusieurs semaines. Et aujourd'hui, on voit, malgré les nuances entre les différents candidats, une volonté commune de nous rassembler. Mais pourquoi n'allez-vous pas au meeting d'Édouard Philippe ? Eh bien, je suis convaincu d'une chose, c'est que le rassemblement est absolument crucial pour la droite et le centre, mais que le rassemblement seul ne suffit pas. Nous avons besoin de bâtir ce rassemblement sur un projet de rupture, sur un projet nouveau, sur un projet politique radical. Et Édouard Philippe n'incarne pas la rupture avec Emmanuel Macron? Alors ça, je ne sais pas, j'écouterai son projet politique tout à l'heure lors de son discours. Vous l'écouterez, mais vous n'irez pas? La raison pour laquelle je n'y serai pas, c'est que depuis maintenant plusieurs semaines, j'écoute les hommes et femmes politiques qui se présentent sur vos plateaux de télévision, à la radio, qui ont publié des livres, des essais, des écrits. Et je crois qu'il y a un homme politique qui, depuis plusieurs semaines, présente un projet radical, un projet nouveau et que j'ai envie d'accompagner dans son aventure, s'il est candidat, c'est Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Et si Bruno Le Maire... L'homme qui a creusé la dette avec Emmanuel Macron. L'homme qui a creusé peut-être, mais collectivement, parce que je crois que c'est une responsabilité collective. Peut-être, mais il n'est pas candidat. Corrigez-moi, vous le propulsez à l'avant-scène, je ne le savais pas candidat. Je note une chose, c'est que Bruno Le Maire, depuis maintenant plusieurs semaines, est revenu sur la scène politique avec un projet politique nouveau et de rupture, avec des idées extrêmement fortes qui correspondent, à mon sens, au grand moment de bascule que connaît notre pays. Je ne sais pas s'il sera candidat. Je ne le sais pas pour une raison, c'est que je pense qu'il n'a pas pris de décision. Vous faites celui qui ne sait pas, mais est-ce que vous n'êtes pas celui justement qui le propulsait? Est-ce qu'il n'y a pas justement un plan, j'allais dire, de communication bien établi pour que Charles Rodwell, un beau dimanche au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, annonce la candidature de Bruno Le Maire? Écoutez, je vous dis les choses assez clairement. Je ne sais pas s'il sera candidat parce que je pense que lui-même, sa décision n'est pas prise. Mais il y a une chose que je sais, c'est que s'il est candidat, je le soutiendrai pour l'élection présidentielle. Vous appelez au rassemblement et là, vous nous annoncez un candidat de plus. Comment allez-vous faire le rassemblement du bloc central avec des candidats? Vous parlez Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Gabriel Attal. La machine est lancée. Tout à fait. Comment ça va s'arrêter? En fait, je suis Comment convaincu... ça va s'arrêter? Ils vont du jour au lendemain nous dire... Ah ben finalement, je suis moins bien placé, je vais me retirer. Mais personne n'y croit, ça, monsieur Rodwell. Alors, la première des choses, c'est que je n'ai, moi, à titre personnel, aucune leçon de rassemblement qui peut m'être objectée parce que il y a maintenant quelques jours, nous avons fait adopter à l'Assemblée nationale une loi fondamentale pour renforcer la sécurité des Français, qui est la loi que nous avons portée en mémoire de Philippines. Ce n'est pas une victoire personnelle, c'est une victoire collective de toutes les forces de la droite et du centre, qui vont de Marc Fesneau du Modem jusqu'à Bruno Retailleau des Républicains, en passant par Gabriel Attal, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu. Tous ces hommes et toutes ces femmes ont travaillé ensemble pour porter cette proposition de loi au service de notre pays, ce qui prouve bien que le rassemblement de nos forces politiques est complètement possible, à une condition.
c'est que nous portions un projet nouveau et radical pour ce pays. Alors, vous avez dit- Attends, c'est pas le cas avec Édouard Philippe. Parce qu'il s'est exprimé encore dans mon journal cette semaine. On connaît ses idées. Avec la règle d'or. On connaît ses idées. Pour vous, il fait... J'écouterai ses propositions Elles sont connues, ces tout à l'heure. propositions. Moi, en tout cas, les propositions que Vous je écouterez, connais... mais votre choix est fait. C'est ça qui est assez amusant, c'est que... Mais je vais vous dites- expliquer pourquoi. Oui. Pour 2 raisons. Je pense que la France, comme dans d'autres moments de son histoire, est un moment de bascule historique. Elle a connu d'autres de ces moments dans les 3000 ans de l'histoire de notre peuple. Je crois que nous sommes dans un de ces moments-là. Il y a au moins 2 grandes bascules qu'on le connaît aujourd'hui. Une première bascule qui est une bascule démographique, avec 1, le vieillissement de la population, 2, l'immigration de masse en France depuis maintenant plusieurs décennies. J'entends beaucoup de candidats parler d'une immigration choisie. Je suis convaincu pour ma part que choisir l'immigration n'est pas tant l'enjeu de cette élection présidentielle que de réduire massivement l'immigration vers la France. Il n'y a qu'un moyen de réduire massivement les flux migratoires vers la France, c'est un référendum sur l'immigration. Bruno Le Maire porte le référendum sur l'immigration. Deuxième grande bascule, je m'arrêterai là après bien sûr. Deuxième grande bascule, c'est une bascule politique, technologique, industrielle et économique. Aujourd'hui, la France et l'Europe font face à une succession de crises qui, selon moi, les mettent face à un mur et à un danger existentiel. La crise climatique, l'agression technologique de la part des États-Unis, l'agression industrielle et économique de la part de la Chine, les grands défis que nous posent par exemple les GAFAM. Et face à des grands enjeux comme celui-ci, je pense qu'il est urgent et fondamental de refonder le projet européen que nous avons bâti depuis maintenant près d'un siècle. C'est la raison pour laquelle je soutiens la proposition de Bruno Le Maire sur la fédération de 6 États-nations, de refonder le projet européen sur un bloc de 6 États pour faire face aux grands enjeux du XXIe siècle auxquels la France et l'Europe sont confrontées. Alors, 2 questions. La première, vous avez parlé non seulement un projet radical, mais un projet de rupture. Alors, vous me corrigerez, mais vous êtes dans la majorité, ou à tout le moins vous êtes dans le bloc central qui soutient le pouvoir depuis une dizaine d'années. Avec quoi voulez-vous rompre de vous-même? C'est-à-dire, si vous voulez... Premier élément. Deuxièmement, là, vous avez piqué ma curiosité, une fédération de 6 États, donc vous êtes pour une forme de fédéralisme européen à petite échelle? Première question, Nicolas Sarkozy était ministre d'État, ministre de l'Intérieur de Jacques Chirac. Ça ne l'a pas empêché de rompre avec Jacques Chirac pour être élu président de la République en 2007. Deuxième des choses, je suis un anti-fédéraliste au premier degré. La fédération de 6 États-nations que nous proposons, c'est quoi? Le projet européen a été bâti au milieu du XXe siècle, après 2 guerres mondiales qui ont failli conduire à l'extinction du continent européen. Et le choix historique qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale, c'est que les peuples germaniques, français, italiens, espagnols, tous les autres, ont décidé de se mettre autour de la table pour bâtir un projet de paix plutôt qu'un projet de guerre. C'est une première dans l'histoire de l'humanité. Et ça a été un succès politique, malgré les difficultés, absolument extraordinaire. Ce que je constate aujourd'hui, c'est face aux enjeux nouveaux auxquels nous faisons face aux grands enjeux du XXIe siècle, l'Europe à 27 est en état de mort cérébrale. Nous avons besoin de refonder le projet européen sur 6 peuples, 6 grands États qui garderont leur souveraineté. Je suis gaulliste. Mais donc on sort de l'Europe, une conception. On sort de l'Union européenne? Non. Comment on fait pour mettre fin? Si vous dites c'est en mort cérébrale, ça veut dire que les 27... une Europe à plusieurs vitesses. Comment? Ça, cette idée a déjà été évoquée à plusieurs reprises, ça n'a jamais fonctionné. Mais qui est le seul homme politique aujourd'hui, de toute la classe politique, à proposer cette refonte à plusieurs vitesses? Je veux bien, on peut proposer, mais comment on fait? Quel est le modus operandi? Vous savez très bien qu'il y a des textes constitutionnels et des textes européens qui verrouillent, qui cadenassent cette volonté. Le seul moyen de financer la révolution technologique dont l'Europe a besoin pour résister à la pression des États-Unis, de la Chine et des autres grandes puissances... Vous ne me répondez pas, Charles. Je vous réponds très directement. Vous ne me répondez pas. Vous dites, voilà ce que l'on propose. Je vous répondrai si vous me laissez parler. Non, c'est pas ça. C'est que j'aimerais... Qui a la clé du cadenas? Je reprends mon raisonnement. Face à la révolution technologique auquel nous faisons face, nous avons besoin de financer massivement cette révolution technologique et industrielle. Le seul moyen de le faire, l'union des marchés de capitaux. Mettre en commun des compétences fiscales et des compétences liées à notre puissance financière. Qui est prêt? Il n'y a que 6 États européens aujourd'hui qui y sont prêts.
Ce sont ces 6 États qui doivent bâtir cette fédération d'États-nations pour financer l'indépendance technologique de nos peuples et donc l'indépendance politique. Mais ça ne me donne pas la clé de la sortie de l'Union européenne pour rebâtir une fédération à 6 États ou à 7 États. Tout l'inverse. La France seule s'expose. Donc on reste dans l'Union et on reste plutôt à 6. On refonde une partie et de nos institutions on ignore les 20 sur la base autres pays. de ces- Les 20 autres Une pays. union à plusieurs vitesses, c'est ça, hein. Tout à fait. Question toute Et voilà. politique, cela dit, sachant par ailleurs que pour l'instant, à moins que je ne me trompe, je n'entends pas l'appel profond du pays pour que Bruno Le Maire arrive à la manière de sauveur, peut-être, mais je ne l'ai peut-être pas entendu. Encore. Est-ce que je me trompe si je dis que pour l'instant, vous dites Bruno Le Maire, pour ne pas avoir à choisir ceux qui sont vraiment candidats pour l'instant, vous vous donnez un peu de temps avant de rallier quelqu'un d'autre? Je vais vous dire peut-être une chose qui est Réponse grave courte. pour vous, Mathieu Bock-Côté. J'accompagne Bruno Le Maire depuis 2014, en tant que militant, puis en tant que responsable de département, puis en tant que conseiller, où j'ai eu l'honneur de servir mon pays aux côtés d'un homme qui, face aux crises, en sortie de crise Covid, face à l'invasion de l'Ukraine par la Donc Russie, c'est de la loyauté. face à la crise C'est de la énergétique, fidélité. a su prendre des décisions exceptionnellement Bien. difficiles pour permettre à notre pays et à notre économie de J'entends, j'ai tenir. La l'impression que suite, vous- je l'ai vous vu avez la davantage dans de ce candidats. moment une de pause. crise. Je une finis pause. sur ce point. Non, je finis sur une ce point, pause Savino. et on vous retrouve dans un instant. La Charles loyauté, Rodwell. c'est comme l'or, en temps de crise, ça prend de la valeur. Je pense que la semaine que nous venons de voir passer confirme pleinement cette maxime. Je serai à ses côtés dans les combats politiques qui viennent. Merci pour cette réponse courte et on reprend la discussion dans un instant. Avec Charles Rodwell, député des Yvelines, député Ensemble pour la République, qui nous a dit qu'il n'irait pas au meeting d'Édouard Philippe aujourd'hui, mais qu'il l'écouterait. Et pour ceux qui n'étaient pas là dans ce premier quart d'heure d'émission, il soutient Bruno Le Maire, qui n'est pas encore candidat pour différentes raisons. Deux choses importantes concernant cette élection présidentielle qui arrive dans moins d'un an maintenant. D'abord, les dates. Les dates 18 avril et 2 mai. La date du second tour a suscité beaucoup de réactions, puisque le second tour est organisé au lendemain de la fête du travail, journée traditionnellement marquée par les manifestations syndicales. Alors, il y a un silence médiatique qui est toujours imposé, le 1er mai, toujours un jour avant une échéance électorale. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de mettre un second tour le 2 mai ? Je pense surtout qu'il n'y avait que des mauvaises dates. Parce que l'alternative, c'était de fixer les 2 tours de l'élection présidentielle en pleines vacances, qui auraient empêché les Français de partir en vacances et qui auraient peut-être eu un impact électoral également. Et la Constitution nous impose un calendrier très précis pour organiser l'élection présidentielle. Et l'année prochaine, manque de pause, si je puis dire. Toutes les dates étaient mauvaises et je pense que la date qui a été retenue est la moins mauvaise des solutions qui étaient sur la table. Même s'il y a un risque d'influence, bien sûr, notamment à gauche, ou j'allais dire très très à gauche, lors des célébrations du 1er mai. Je pense honnêtement que nos règles de silence médiatique sont suffisamment claires pour être mises en application de manière stricte. Rien n'empêchera les slogans, les cortèges, les messages politiques, alors qu'on devrait être en silence médiatique. Je vois bien la question qui est posée. Je pense que nous aurions aujourd'hui le même débat si les 2 tours de l'élection présidentielle avaient lieu en plein milieu des vacances des Français. Donc vous ne Il n'y pensez avait pas que c'est que une des stratégie mauvaises- du chaos ? Je ne crois pas. Enfin, honnêtement, je ne crois pas à cette stratégie ou à cette théorie. Alors, quand vient le temps de définir le sens de la présidentielle, vous nous dites par exemple c'est une élection historique à cause du changement de peuple entraîné par l'immigration de masse, à cause de la révolution technologique. Certains dans votre camp disent que le véritable enjeu de la présidentielle, c'est empêcher les extrêmes, comme ils disent, d'arriver au pouvoir. Est-ce que pour vous, des gens comme le RN de côté ou LFI, vous me direz si vous les distinguez, sont les extrêmes ou il s'agit d'options politiques que les Français peuvent choisir légitimement? Je pense que cela fait maintenant trop d'élections qui sont considérées comme des élections par défaut par une partie de la population française. Et je pense que bâtir un projet politique sur le rejet des extrêmes ou des forces populistes de ce pays nous conduira à la catastrophe. Et c'est la raison pour laquelle je veux soutenir, moi, à la un défaite. projet de radical et de rupture. Je prends un exemple. Je pense qu'une grande part de l'élection présidentielle va se jouer sur la question de l'identité française et de la culture française. Et je regrette que les forces politiques républicaines et modérées de ce pays aient refusé d'affronter ce combat, peut-être par peur, peut-être par naïveté, à mon avis avec beaucoup de lâcheté, et qui ont laissé le combat de l'immigration et de l'identité et de la culture française aux 2 forces populistes que sont l'extrême gauche et l'extrême droite dans notre pays. Et c'est la raison pour laquelle, fort des propositions que j'essaye de porter depuis maintenant plusieurs années, je voudrais que nos forces politiques, que mon parti,
replace l'identité française, l'identité nationale et l'immigration au cœur de notre projet politique, parce que nous avons une vision à porter qui, à mon sens, est irréconciliable avec l'affrontement identitaire que certaines forces politiques de notre pays préparent pour la France. Quand tout à l'heure vous disiez, Édouard Philippe, et Gabriel Attal et d'autres personnalités de votre camp politique portent l'idée qu'il faut une immigration choisie, plus d'immigration de travail, moins de regroupement familial. Pour vous, c'est pas à la hauteur du problème. Ça ne répond pas à la question qui est posée. Vous voyez, moi, je suis franco-britannique. Et tous les jours, je vois les méfaits de l'affrontement identitaire à l'œuvre dans mon second pays et les conséquences que cet affrontement identitaire a sur l'effondrement de la société britannique. Et c'est ce que je ne veux pas pour mon pays, la France. La France n'en est pas, je finis juste sur ce point, la France n'en est pas, absolument pas au stade du Royaume-Uni, pour deux raisons. Parce que, un, nos dynamiques démographiques ne sont pas les mêmes. Deuxième des choses, parce que nous avons bâti des outils, la laïcité, nos valeurs républicaines, une part de nos institutions qui nous ont permis de ne pas nous retrouver jusqu'à présent dans la situation du Royaume-Uni. Moi, je défends une vision universaliste de l'identité et de la culture française. Si nous voulons pouvoir porter cette vision dans les mois, dans les années qui viennent, et non pas une vision identitaire de notre pays, nous n'avons pas d'autre choix que de réduire les flux migratoires entrants en France et sur le continent européen. C'est la raison pour laquelle le projet politique, à mon avis, que nous devons porter pour la France est un projet fondé sur une immigration massivement réduite, fondée uniquement sur le travail, pour répondre aux besoins de notre nation. Elle implique deux choix politiques majeurs. Premier choix politique, organiser l'immigration de travail à travers une politique drastique de quotas. Deuxième des choses, assumer d'assécher les autres voies d'immigration, l'immigration pour soins, l'immigration familiale, l'immigration liée au droit d'asile qui doit redevenir un vrai droit d'asile et non pas un dévoiement. Quatrième point, l'immigration illégale. Et est-ce que cette politique ne va pas se heurter à une réalité démographique, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'enfants qui naissent en France, la population vieillit, et donc il y a des besoins aujourd'hui de main-d'œuvre, vous parlez de l'immigration de travail, mais qui vont être manifestement massifs dans les années à venir. La question de la natalité est absolument cruciale pour l'avenir de notre nation. Relancer la natalité d'un pays prend 1 à 2 générations, à savoir entre 25 et 40 ans. La question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les 25 ans qui viennent ? Je propose deux choses à cela. La robotisation massive d'une part de notre économie et deuxièmement, la réduction massive de nos flux migratoires fondée sur une chose, l'immigration de travail qui répond strictement et uniquement à nos besoins. Cela veut dire deux choses. Un, les quotas drastiques et deux, l'assèchement de tous les autres flux migratoires entrant vers la France. Je vous entends, je comprends parfaitement que vous souteniez un Bruno. Mais j'ai plutôt l'impression, avec vos positions, vous êtes plutôt de tendance Retailleau que le maire. Qu'est-ce qui vous éloigne, par exemple, de Bruno Retailleau, qui est candidat à la présidentielle? Vos propos, j'ai pas remarqué, à moins que je me trompe, j'ai pas remarqué de grandes différences entre ses propos et les vôtres. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous embrassez la candidature d'un homme qui, historiquement, a eu un autre créneau, alors que vous avez votre homme en ce moment, qui est aussi un Bruno? Alors, la question des Bruno est bien posée. Ne comptez pas sur moi pour, à titre personnel, critiquer l'action de Bruno Retailleau pour une raison simple. C'est que si nous avons pu adopter la loi philippine à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est notamment parce que lorsque Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur, qu'il l'a inscrite, qu'il l'a portée avec moi et avec les autres groupes parlementaires qui soutiennent et qui soutenaient à l'époque l'action du gouvernement. Donc ne comptez pas sur moi pour adresser une critique personnelle à Bruno Retailleau. Je sais pas, pourquoi vous ne vous mariez pas politiquement. Eh bien, je vous réponds très clairement, nous avons tout pour, de Renaissance jusqu'aux Républicains, nous rallier autour d'une seule candidature. Je souhaite que la future majorité parlementaire et présidentielle soit bâtie sur l'union de la droite et du centre. Mais celle-ci ne peut s'inscrire à une seule candidature. On en parle depuis des mois et des mois, mais comment est-ce qu'on départage les trois candidats qui aujourd'hui sont déclarés? Deux choses. Un, les dynamiques de rassemblement. Et pour le coup, je le répète, moi, ça ne veut rien dire, ça, les dynamiques de rassemblement, Charles. Regardez bien la dynamique de rassemblement au bloc central. Regardez le comité de liaison qui était en fait un comité fantoche entre Édouard Philippe et Gabriel Attal qui ne fonctionne absolument pas. Vous avez là deux candidats qui sont dans deux couloirs de nage totalement hermétiques, qui se tirent la bourre pour employer un langage familier et qui, l'un l'autre,
on sent bien, ne lâcheront rien jusqu'à la dernière minute. Il y a 2 ans, Pierre de Villeneuve, la droite et le centre étaient dans une opposition frontale avant la dissolution. Et le pari qui a été fait, c'est que la droite et le centre puissent gouverner ensemble pour le bien du pays. Première étape qui nous a permis de bâtir cette union. À partir du moment où nous gouvernons ensemble aujourd'hui, sous la primature de Michel Barnier, de François Bayrou, de Sébastien Cornu, il n'y a aucune raison que nous présentions des candidats. Vous remerciez. Deuxième des choses. Non, mais sur ce sujet-là, vous remerciez Laurent Wauquiez d'avoir tendu la main à Édouard Philippe en appelant Bruno Retailleau à se retirer. Moi, surtout, ce que je remercie, c'est les candidats qui sont déjà déclarés, qui, il y a 6 mois, expliquaient qu'ils n'avaient des projets politiques qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, et qui aujourd'hui expliquent qu'il va falloir qu'on se rassemble. C'est déjà une bonne première étape. Mais c'est ce que je me répète sur le papier, mais en attendant, quand on les voit à l'œuvre... Et comment on fait? Alors, monsieur Rodel, comment on fait pour choisir un seul candidat? Alors moi, d'autant plus simplement, et j'en avais d'ailleurs, j'avais évoqué la proposition déjà chez Europe 1 et chez CNews, et je vous remercie de m'avoir invité la dernière fois pour cela aussi. Moi, j'étais un ardent défenseur de la primaire. Une primaire fondée sur 3 piliers, et je pense que ces 3 piliers idéologiques... Elle n'aura pas lieu. La date de péremption de la primaire... Ces 3 piliers idéologiques doivent être les 3 piliers qui fondent notre candidature commune à l'élection présidentielle. Premier pilier idéologique, un pilier libéral, baisser les dépenses, notamment les dépenses sociales, pour baisser massivement les impôts. Deuxième pilier, un pilier éminemment pro-européen. Et c'est la raison pour laquelle je soutiens la candidature, s'il était candidat, de Bruno Le Maire, parce que je suis convaincu que nous avons à refonder Vous êtes sûr que vous ne tenterez pas de Bruno, franchement? Troisième des choses, raison, c'est pas le bon Bruno. Une politique qui refonde totalement notre politique régalienne. Vous ne répondez pas à ma question. Comment non, à la mienne non plus. Comment on fait? Le rassemblement de nos forces politiques, c'est en cours. Deuxième des choses, la proposition, justement, de fait porter d'un projet politique de rupture fondé sur ces 3 piliers. Je ne peux pas être plus clair. Alors, soyez gentil, répondez juste à la question que vous avez habilement éludée sur Laurent Wauquiez. Est-ce que vous trouvez, est-ce que ça vous arrange, finalement, qu'il ait tendu une main à Édouard Philippe en laissant de côté Bruno Retailleau, en lui disant déjà même de peut-être se retirer? Dans ce rassemblement, nous n'aurons pas d'autre choix que de rassembler tout le monde qui va grosso modo du MoDem jusqu'à Bruno Retailleau, la droite et le centre. Et vous allez réconcilier Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau? Je pense que le conflit personnel entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau n'est pas le grand enjeu de cette élection présidentielle. Et que nous aurons besoin de tout le monde et de toutes ces forces politiques qui devront se rassembler sur un projet politique fondamental, qui est celui que j'ai exprimé à l'instant, un projet libéral, un projet pro-européen et un projet qui assume de réduire massivement l'immigration. C'est une façon très britannique de répondre, Charles Rodwell. Je vous remercie, mais c'est ma réponse. Je s'imagine bien. On se retrouve dans un instant dans le grand rendez-vous. Suite du grand rendez-vous avec Charles Rodwell, député EPRD des Yvelines et membre de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Ce dimanche particulièrement endeuillé, ce n'est pas une, mais 2 marches qui ont eu lieu ce week-end pour Louis, mort à 17 ans, symbole de cette France que Laurent Amberton avait qualifiée de France orange mécanique, tabassée, laissée pour mort, avec des agresseurs filmant la scène, comme pour laisser un trophée. Les auteurs sont 5 jeunes, dont 3 mineurs. Hier, marche à Carcassonne, à l'initiative de la famille du père. Ce dimanche, à Narbonne, où la mère et la tante appellent à une récupération politique, appellent tous ceux qui veulent protester contre cette violence à venir se joindre. Alors, si vous n'allez pas au meeting d'Édouard Philippe, est-ce que vous allez marcher avec eux? Ce qui est certain, c'est que j'adresse une... J'ai écouté hier le papa de Louis et la tante aussi qui s'est exprimée. Et j'ai un sentiment évidemment de solidarité extraordinaire vis-à-vis de cette famille par rapport à la douleur qu'elle exprime et qu'elle ressent et le combat qu'elle mène. Et en fait, pourquoi est-ce que je l'exprime ainsi? C'est que la mort de Louis, comme celle de Liana, comme celle d'Elias, me rappelle les moments qu'on a vécus sur ma circonscription après la mort de Philippine, lorsqu'en septembre 2024, après son assassinat, son viol, son enlèvement, son assassinat par un migrant sous OQTF, qui fait que le meurtre de Philippine s'inscrit dans des circonstances très différentes de celui de Louis, de celui d'Elias, de celui d'Iliana. J'ai souvenir de ce moment assez extraordinaire où des milliers de Français sont venus se recueillir en silence avec la famille le jour de l'enterrement à la cathédrale Saint-Louis de ma circonscription. Et après cela, le choix qu'on a fait, c'est de porter en fait ensemble toutes les forces politiques, mais de manière transpartisane, je ne veux pas faire de politique politicienne là-dessus,
non pas pour rendre justice à la famille de Philippine, parce que jamais rien pourra lui rendre justice vis-à-vis de ce qui lui est arrivé, mais pour essayer de faire en sorte que ce qui est arrivé à cette famille ne se reproduise pas ou se reproduise infiniment moins sur le territoire français. Et je pense que ce qu'on a fait dans ce moment-là, il faut qu'on le refasse dans ce moment qui est celui du deuil de Louis et de sa famille, et qui suit également le meurtre de Liana et le deuil que vit sa famille. Tous ces meurtres sont très distincts les uns des autres, mais ils traduisent une seule et même réalité, c'est que la République aujourd'hui n'est plus en capacité de protéger ses enfants. Est-ce qu'on est dans une situation d'ensauvagement ? Mais c'est évident. Vous pourriez le dire au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui réfute ce mot ? Enfin, je pense que la question, dans le sens littéral du terme, de l'ensauvagement d'une part de notre société, c'est une réalité qui saute aux yeux de millions de Français. Sauf au ministre de l'Intérieur. Il s'est justifié sur ses propos et vous pourrez l'inviter avec plaisir, mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a c'est parce qu'il ne évidemment... veut pas reprendre le terme qui lui-même a été repris, non seulement par certaines personnalités de droite, mais aussi par Gérald Darmanin. Mais je pense que Gérald Darmanin, pour le coup, a une lucidité totale sur la situation de notre pays qui conduit au meurtre de ses enfants et auquel on doit apporter une réponse politique massive. Je pense aux textes qui sont prêts sur la protection de l'enfance, sur les violences sexistes et sexuelles, qui sont des textes évidemment auxquels j'apporterai un soutien, parce que nous avons le devoir de mener ce combat de manière commune et républicaine pour apporter des réponses. Chaque marche blanche, évidemment, nous émeut. Mais est-ce qu'au fond de vous-même, vous n'en avez pas assez des marches blanches ? J'entends par là une forme de protestation silencieuse, certes sous le signe de la dignité, mais qui est surtout un symbole d'impuissance. Est-ce qu'on n'est pas rendu à un moment où les marches blanches qui s'accumulent sont autant de témoignages d'impuissance, et derrière cela, il y a une demande d'action véritable de l'État pour une forme de plus jamais ça sécuritaire ? Je ne peux que vous parler de ce que je connais. Donc à partir du moment où on a porté, nous, ce texte en mémoire d'une autre victime de ce type de meurtre... Il y en a beaucoup quand même. Le processus a pris 2 ans, Thibaut Cotet. Pourquoi 2 ans ? Parce qu'il a fallu préparer le texte avec le gouvernement, bâtir une majorité parlementaire, voir ce texte censuré une fois. Le texte qui était porté par mon feu collègue Olivier Marleix, à qui je rends évidemment hommage. On l'a redéposé. On a obtenu un avis favorable du Conseil d'État. On a affronté dans l'hémicycle toute la gauche qui, je le rappelle, parlait de textes de déportation, à instrumentaliser dans le débat public sur notre proposition de loi, à instrumentaliser les camps de concentration, à expliquer que l'honneur de la République, c'était de régulariser et non pas d'enfermer les terroristes sous OQTF. Les Français, je pense, le savent, mais c'est à ça à quoi on fait face dans l'hémicycle aujourd'hui. On a adopté cette proposition de loi et cette proposition, elle sera mise en application à la rentrée de septembre. 2 ans pour légiférer, c'est exceptionnellement long. C'est difficile, mais on y arrive parce qu'on peut tout à fait, à mon avis, respecter l'état de droit, respecter nos libertés publiques, tout en renforçant massivement la sécurité des Français. C'est ce que ce texte fait. Je ne suis pas responsable de texte sur le texte de la protection de l'enfance qui va être porté à l'Assemblée nationale. J'ai toute confiance dans les collègues qui travaillent dessus et ils doivent savoir que moi, parmi d'autres, nous soutiendrons à 100% ces initiatives parlementaires. Monsieur Rodwell, vous parlez de légiférer, c'est très bien, on vote des textes, on vote des lois, mais ce qu'a montré l'affaire Liana, c'est que les textes, même s'ils sont votés ou ils sont en vigueur, ne sont souvent pas appliqués. Il y a un gros problème de mise en œuvre des textes de loi et de fonctionnement de la justice. C'est ce qu'a montré l'affaire Liana. Et comment est-ce qu'on règle ce problème ? Voter des textes à l'Assemblée, c'est très bien, mais si la justice, si l'administration ne suit pas, il ne se passe rien. Alors j'ai 2 choses à dire très claires sur ce point. Première des choses, il y a eu des défaillances, mais il est trop facile pour la classe politique de rejeter 100% de la faute sur les magistrats et sur les forces de l'ordre. C'est indigne de se comporter ainsi, parce que dans chacune de ces affaires, il y a aussi des failles réglementaires et législatives dont nous avons la responsabilité. Donc vous soutenez les magistrats, vous soutenez les magistrats dans leur fronde contre Gérald Darmanin ? Évidemment que non, mais la chose il y a eu des fautes commises par les magistrats dans cette affaire, mais rejeter 100% de la faute sur les magistrats et sur les forces de l'ordre, comme le font une partie de la classe politique, et pour moi indigne. Je repose ma question. Gérald Darmanin a raison de sanctionner, ou en tout cas vouloir sanctionner. Mais Gérald Darmanin a évidemment eu raison de saisir une enquête administrative interne pour déterminer les dysfonctionnements et prendre les sanctions adéquates. On ne se méprenne pas sur vos propos. La seule chose que je voulais dire, c'est que rejeter la faute uniquement sur les magistrats et nous dédouaner et faire semblant que nous sommes, nous,
totalement irresponsable dans ce type d'affaires, alors qu'il y a des manquements dans la loi et dans les textes que nous portons, ce serait irresponsable. Deuxième des choses, les moyens. Nous avons doublé le budget du ministère de la Justice et nous avons recruté des milliers de magistrats. Mais oui, nous sommes au milieu du gué. Tout simplement parce que ça ne suffit pas. Il y a moins de magistrats par habitant en France que dans les autres pays européens. Quel est le mammouth dans la pièce ? Pourquoi ne pouvons-nous pas recruter plus de magistrats ? Parce que chaque année, lors du budget qui est présenté à l'Assemblée, on serre la vis du budget de l'État. Donc on assèche le budget de la transition écologique, d'une partie du budget de l'école, d'une partie du budget de la santé, d'une partie du budget de la justice, d'une partie du budget de la sécurité, pour compenser l'explosion des dépenses sociales. Et donc moi j'accuse très clairement d'hypocrisie et de mensonge ceux qui vous disent qu'on peut à la fois augmenter le budget de l'école, de la justice, de la sécurité, de la transition écologique, et en même temps dire qu'on peut revenir à la retraite pas à 60 ou à 62 ans. Comment est-ce qu'on réduit la Ces gens sont des hypocrites et sont des menteurs parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Comment est-ce qu'on réduit la dépense sociale ? Vous faites partie d'une majorité qui soutient un gouvernement qui n'a pas réduit la dépense sociale, qui l'a plutôt augmentée. Et les derniers budgets, c'était pas du tout. C'est les coups de rabot que vous venez de mentionner sur certains budgets de l'État, mais il n'y a pas eu de réduction de la dépense sociale du tout. Alors chaque année, depuis que je suis élu député, avec mon ami Guillaume Casbarian et nos amis, je dirais, libéraux, nous déposons toute une série d'amendements, budget après budget, notamment pour réduire la dépense sociale. Lors du dernier budget, nous avons déposé des amendements pour réduire ces dépenses de 23 milliards d'euros. À votre avis, sur ces amendements, il y en a combien qui ont été adoptés ? Zéro. Zéro. Ah oui. Pourquoi ? Parce que vous avez une majorité de députés, à gauche et au Rassemblement national, qui refusent de baisser la dépense sociale. Vous m'avez parlé tout à l'heure des 1000 milliards d'euros. Je peux me permettre, dans votre majorité, il y a aussi des gens qui refusent de réduire la dépense sociale. Je pense qu'on va parler de la capitalisation dans un moment. Qui est la force politique qui, sur ces 50 dernières années, a créé un mécanisme de retraite par capitalisation ? C'est nous, à travers la loi Pacte, qui a créé les plans d'épargne retraite en début de premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Qui a mené des réformes difficiles, comme la réforme des retraites, qui depuis a été suspendue. Moi, ça m'amuse qu'on dise que Bruno Le Maire est responsable de toute l'explosion de la dette. N'empêche que depuis qu'il n'est plus ministre, on a fait sauter la réforme des retraites, on a augmenté la dette de 300 milliards d'euros et on a fait exploser les impôts sur les entreprises. Donc moi, je veux bien que toute la responsabilité... Parce que si Bruno Le Maire était resté aux affaires, il n'y aurait pas eu 285 milliards d'euros de plus ? Avec des si, je pense qu'on peut mettre Paris ou la France en bouteille. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que si Bruno Le Maire avait été ministre de l'économie et des finances maintenant, la réforme des retraites n'aurait jamais sauté. Ça, j'en suis absolument convaincu. Bruno Le Maire. Et ça, elle n'aurait pas été suspendue. Mais tout simplement... Pourquoi est-ce que cette réforme a été suspendue ? Pardonnez-moi de m'étonner. Pourquoi est-ce que cette réforme a été suspendue ? Parce que vous avez une majorité de l'hémicycle qui réclamait la suspension de cette réforme des retraites. Parce que le budget ne serait qui réclamait la suspension de la réforme des retraites. Socialiste, ça a été donné toute la gauche et le Rassemblement national. Ce sont les mêmes qui vous expliquent aujourd'hui qu'il faut plus de moyens pour la transition écologique, plus de moyens pour lutter contre la canicule, plus de moyens pour les clims, plus de moyens pour les policiers, plus de moyens pour les professeurs, plus de moyens pour les soignants, plus de moyens pour les magistrats. Tous ces gens-là réclament plus de moyens et pourtant ont abattu la réforme des retraites et veulent revenir à une retraite à 60 ou à 62 ans. Ces gens-là mentent aux Français parce que prendre ces décisions, s'ils sont élus dans moins d'un an, fera exploser la caisse à cause de l'explosion des dépenses sociales qui seraient liées à ce type de mesures. Donc je reviens à mon point sur la réduction de la dépense sociale. Nous n'avons pas d'autre choix que de changer de modèle de protection sociale, notamment lié aux retraites. Est-ce qu'il n'y a pas aussi vive la retraite par capitalisation pour protéger tous les Français, notamment les plus modestes. C'est ce que défend Édouard Philippe, c'est ce qu'il a expliqué dans mon journal cette semaine. Mais tant mieux qu'il y ait du monde qui soutienne la retraite par capitalisation. Est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi, mais peut-être allez-vous le faire, entre la réduction de la dépense sociale et la réduction de l'immigration ? Est-ce que fondamentalement, l'immigration ne pèse pas très, très, très lourdement sur la dépense sociale en France ? Certains ajouteraient peut-être aussi des dépenses liées à une société moins cohérente, moins sécuritaire. Est-ce que la réduction de l'immigration n'est pas la clé dans tout ça ? C'est précisément le travail que je suis en train de mener actuellement en commission des finances. Nous menons une mission pour évaluer le lien entre l'immigration illégale, en l'occurrence, et son coût, notamment pour nos dépenses publiques et nos dépenses sociales. Et même légales, peut-être ? Nous rendrons nos conclusions dans quelques semaines. Parce que je pense que toute la lumière mérite d'être faite sur ce point. Et là encore, c'est un combat que nous n'avons pas à laisser
au Rassemblement national ou je ne sais qui. C'est un combat de transparence que nous devons mener pour les Français et pour tous les Français qui nous écoutent et qui nous regardent. Une question, puisqu'il y a les questions effectivement des moyens pour la justice, et puis il y a aussi les questions humaines. Dans l'affaire Liana, une rencontre était prévue entre Sébastien Lecornu et la mère de la petite Rosa, qui a affirmé avoir été violée une 50aine de fois par le même suspect que dans l'affaire Liana. Comment est-ce que vous comprenez que le Premier ministre ait annulé cette rencontre sans la motiver ? Je ne connais pas l'agenda du Premier ministre en l'occurrence, mais je connais bien et personnellement Sébastien Lecornu depuis plusieurs années maintenant. Je sais l'empathie qui est celle du Premier ministre. Je suis convaincu qu'évidemment, il recevra la famille de Rosa. J'ai évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, une pensée mais vraiment extrêmement émue pour cette famille. Et je suis évidemment convaincu que ce temps d'échange sera prévu. Je crois que l'échange est nécessaire, mais qu'il n'est pas suffisant. Et que notre rôle de responsable politique, comme je vous l'exprimais il y a quelques minutes, c'est de prendre des mesures radicales pour assurer la protection des Français, et notamment celle de nos enfants. Dernière partie du grand rendez-vous avec notre invité, le député EPR Charles Rodwell. La Cour d'appel rendra mardi sa décision concernant Marine Le Pen. Quelle sera votre réaction si elle était empêchée à nouveau de se présenter à la candidature de la présidence de la République ? L'éligibilité ou l'inéligibilité de Marine Le Pen est un enjeu démocratique absolument majeur pour notre pays, puisqu'elle est aujourd'hui à la tête d'une force politique qui représente des millions de Français. Donc cette décision n'est absolument pas neutre. En revanche, les magistrats, les juges qui auront à prendre cette décision, prendront cette décision sur la base de lois qui ont été votées par les parlementaires, y compris par les parlementaires du Rassemblement national, pour renforcer toutes les mesures de contrôle liées à l'inéligibilité et liées à la question de l'exécution provisoire. Et donc cette question de l'inéligibilité ou non de Marine Le Pen est une question démocratique fondamentale, mais ce n'est pas une question qu'à mon avis il faut adresser aux juges, c'est une question qu'il faut adresser aux politiques qui a écrit la loi sur la base de laquelle le juge prendra sa décision évidemment que je ne connais pas. Mais Charles, vous conviendrez d'une chose, je pense c'est le ragot de Paris pour l'instant. Tout le monde spécule sur ce que fera le juge et tout le monde convient d'une manière ou de l'autre que c'est une décision avec une forte subjectivité, avec une forte charge politique. Le droit ici n'est pas évident. En témoigne d'ailleurs un des juges lors du premier procès, en première instance, qui, à l'encontre de l'un des prévenus, pas Marine Le Pen, l'un des prévenus, a dit « Il n'y a rien dans le dossier contre vous, mais ça me fait mal parce que c'est le RN ». Si ça, c'est pas de la justice politique, pardonnez-moi. Alors, pour le coup, je ne sais pas de quoi vous parlez, donc je ne pourrais pas répondre sur ce point. La seule chose que je peux dire, c'est que moi, j'ai confiance dans la justice de mon pays et je pense que la justice prend ses décisions sur la base de la loi qui a été adoptée par les parlementaires. Après l'affaire et sur cette question spécifique, les parlementaires, y compris ceux du Rassemblement national, mais les autres aussi, ont adopté des lois très sévères sur le contrôle de l'action des hommes et femmes politiques, notamment quant à leur éligibilité et notamment aussi quant à l'exécution provisoire, qui est une question qui s'est posée dans le procès de Nicolas Sarkozy comme dans le procès de Marine Le Pen. Charles Rodwell. Ce qui est certain, c'est que nous ne pourrons pas éluder l'impact démocratique majeur de la décision qui sera prise, quelle qu'elle soit, parce que qu'on le veuille ou non, et je suis un adversaire politique frontal du Rassemblement national et donc de Marine Le Pen. Alors justement, mais je ne peux que constater... Justement, est-ce que vous êtes le même adversaire pour Jordan Bardella et le même adversaire pour Marine Le Pen ? Quelle est la différence entre ces deux candidatures pour vous ? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas une seule journée où on ouvre la presse et on ne voit pas les bisbilles et le conflit qui Non, mais ce n'est monte pas le sujet. Pour vous, en tant que... Vous êtes un professionnel de la politique, vous êtes jeune, certes, mais vous êtes un professionnel de la politique, vous travaillez depuis 2014 J'imagine que c'est un compliment. aux côtés de Bruno Le Maire. Comment est-ce que vous regardez, j'allais dire cliniquement, ces deux candidatures ? L'une et l'autre. Est-ce que c'est la même chose pour vous ? Et pour moi, ces deux candidatures sont les candidatures d'un seul et même parti, qui est le Rassemblement national, qui est un adversaire politique fondamental
de la famille politique. Monsieur Redol, il y a que quand même des nuances entre les deux. Sur la question des retraites notamment, ils ne sont pas sur la même position. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont un problème à régler là-dessus. Ça, on est bien d'accord. Donc, c'est pas deux Parce candidats. que C'est pas deux ils candidats. ne pourront pas expliquer aux Français qu'on peut augmenter les moyens de la sécurité et de la justice et en même temps promettre aux Français qu'on abat la réforme des retraites. Ça, je suis bien d'accord avec vous. C'est pas deux candidats interchangeables qui disent exactement la même chose. Donc la question de Pierre est pertinente. C'est comment est-ce que vous aborderez, une fois le verdict tombé, l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Moi, j'aborderai le combat politique tel qu'il est, à savoir le parti politique aujourd'hui qui a rassemblé le suffrage de plus de 10 millions de Français, y compris de beaucoup de nos anciens électeurs, parce que ces électeurs ont été déçus que nous ne portions pas une position courageuse sur des sujets fondamentaux qui affectent leur quotidien. Je les ai cités en début d'émission, les questions régaliennes, la question migratoire, les questions d'insécurité et d'insécurité culturelle qui affectent leur quotidien. Nous avons un projet politique radicalement contraire à la portée du Rassemblement national, mais il faut que nous replacions ces questions au cœur de notre projet politique. Pour le reste, le conflit de personnes entre Bardella, Le Pen, Bardella. C'est pas un conflit. Je laisse ce conflit. C'est des divergences de fond. Mais alors, moi, j'aimerais comprendre ces divergences de fond. Ce que je constate, par exemple, parce qu'on a beaucoup parlé pendant l'émission, c'est que chacun d'entre eux propose d'abattre la réforme des retraites et chacun d'entre eux refuse catégoriquement de mettre en œuvre un pilier de capitalisation qui est le seul moyen de financer. Bardella a dit qu'il n'était pas fermé à de la capitalisation. J'aimerais connaître alors dans ce cas-là le projet politique. Jusqu'à preuve du contraire, leur position est radicalement contre. Et je pense que le projet politique qu'ils portent mettrait à terre tout le modèle de protection sociale que nous avons bâti pour notre pays. C'est un vrai risque auquel sont exposés tous les Français, notamment les Français les plus modestes. Mais j'essaie de décrypter votre pensée. Alors, dans votre groupe, le groupe central, souvent, pour parler du RN ou du Camp national, on dit l'extrême droite. De temps en temps, on joue un peu du tambour antifasciste. À vous entendre, j'ai l'impression que pour vous, vous me corrigerez si je me trompe, le RN, vous êtes contre, assurément, mais ce ne sont pas des extrêmes, ce n'est pas un danger pour la démocratie, c'est encore moins le fascisme, donc vous me corrigerez. J'ai l'impression que vous êtes contre eux comme vous seriez contre une autre force politique sans avoir besoin de jouer du tambour antifasciste. Je me trompe? Alors j'ai des divergences de valeurs, c'est-à-dire de principes qui me distinguent radicalement du Rassemblement national. Je vous prends un exemple. Lorsque Jordan Bardella proposait d'interdire les postes à haute responsabilité aux binationaux de ce pays, je pense que cette proposition a été perçue, à juste titre, comme un crachat au visage de millions de Français de ce pays. Vous voyez, moi, il n'y a pas une semaine où, dans ma circonscription, à Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Versailles, je ne me rends pas dans un commissariat, dans un hôpital, dans un EHPAD, où vous avez des milliers de Français issus de l'immigration ou binationaux qui travaillent et qui travaillent dur et qui sont d'immenses patriotes. Ces gens-là n'ont aucune leçon de patriotisme à recevoir de la part du Rassemblement national et l'extrême droite en France. Première divergence fondamentale, je dirais même irrévocable, principielle, entre les deux visions politiques que nous portons vis-à-vis de l'identité française. La leur, je dirais identitaire, la mienne est universaliste. Deuxième divergence irrévocable. Pardon, mais les questions économiques et financières. Je ne fais pas partie d'un courant politique qui propose d'abattre la réforme des retraites et qui propose de refuser toute forme de capitalisation et qui propose d'envoyer notre système social dans le mur. Mais vous marquez un désaccord politique ici, j'entends très bien. Vous dernière des choses. Mais j'ai l'impression que... Est-ce que je peux aborder un dernier point qui est très important? On l'a vu lors de la canicule. Je suis élu député depuis 2022. Depuis 2022, et je vous mets au défi. Et je vous offrirai une mug ou un magnum de champagne si je me trompe. Je vous mets au défi de me trouver quelle est la loi environnementale que le Rassemblement national a votée depuis 2022. Et la raison pour laquelle j'aborde cette question, elle est double. Un, parce que chaque Français voit aujourd'hui les conséquences de la canicule et du changement climatique. Deuxième des choses, et après je vous promets, je vous rends la parole, la question parce climatique... Parce que dans les deuxièmes des choses, on est à la 45e des choses. Là, la question climatique est infiniment et intrinsèquement liée à la question migratoire. Vous avez habilement... plus la planète chauffe, plus les vagues migratoires monteront vers l'Europe. J'entends très bien. Si vraiment nous voulons réduire l'immigration vers la France et vers l'Europe, nous n'avons pas d'autre choix que de lutter contre le changement climatique. Mais la question et c'est la raison pour laquelle je m'oppose au Rassemblement national. S'il vous plaît, à la radio, on ne vous entend pas. Le RN est un adversaire sans le moindre doute. Est-ce que c'est un danger pour la démocratie?
Je précise votre question, le Rassemblement national fait partie du champ républicain. D'accord, donc pour vous, c'est un parti comme les autres. Vous êtes en désaccord, mais c'est un parti comme les autres, comme il y a d'autres partis. À partir du moment où vous avez 11 millions de Français qui votent pour un parti qui représente des élus dans ce pays, on ne peut pas considérer que ce parti est hors du champ républicain. Et Je vais même plus loin là-dessus. Vous dites la même chose pour LFI, oui. Mais à partir du moment où vous avez des millions de Français, pardonnez-moi, moi j'ai affronté LFI pendant des semaines dans l'hémicycle, ne serait-ce qu'il y a quelques jours, qui ont traité les propositions que je porte de textes de déportation, textes qui sont liés à des camps de concentration et qui expliquaient qu'il fallait régulariser les terroristes plutôt que de les expulser. Et on n'a Donc j'ai aucune leçon à recevoir. Et on n'a là-dessus. aucune poursuite, vous remarquerez, à part quelques saisies de l'article 40, mais on ne voit pas sur quoi À ça partir débouche. du moment où vous avez un parti qui suscite l'adhésion de millions de Français, on a deux moyens de traiter la question politique. Soit on balance des arguments moraux, et en l'occurrence sur les électeurs du Rassemblement national. On les traite depuis des décennies de fascistes, de racistes, de nazis, mais la seule chose qu'on constate, c'est que le vote pour le Rassemblement national monte comme une vague irréversible dans notre pays. Soit on décide de s'attaquer à la racine du problème, à la racine politique. Le Rassemblement national apporte, à mon avis, des réponses négatives, Bien. des réponses que je ne souhaite pas pour mon pays, à des vrais problèmes. Une La dernière question question. de l'insécurité, les questions régaliennes, Charles. migratoires, ce sont des questions que nous devons replacer au cœur de notre projet politique, parce que nous avons un projet politique massif à proposer sur ces questions, mais la condition, c'est de le replacer au cœur Charles de notre Redoual, projet une dernière politique. question. Dans le JD News, un proche du président de la République a déclaré que la fin de vie, c'est son texte testament. Qu'est-ce que vous répondez à cela, sachant que vous étiez un des rares à être contre ce texte? Je suis complètement en opposition avec la légalisation de l'aide active à mourir. D'abord parce que je pense que c'est une bascule anthropologique majeure qui n'est pas à négliger. Et c'est la raison pour laquelle je voterai contre ce texte dans un vote final. Deuxième des choses, je pense que la légalisation de l'aide active à mourir portera atteinte au soutien que nous portons au déploiement des soins palliatifs dans notre pays. J'en veux pour preuve que sur ma circonscription, l'unité de Claire Demeure des soins palliatifs a fermé et que malgré le service extraordinaire de l'hôpital de la Porte Verte qui menait chaque jour sur les questions des soins palliatifs, nous avons réduit notre offre disponible de soins palliatifs, ne serait-ce que sur ma circonscription. Et donc mon combat restera toujours le même, priorité absolue au déploiement des soins palliatifs et un vote défavorable à l'aide active à mourir. Une dernière question en 10 secondes. Un deuxième tour, RN et Mélenchon, vous votez comment? Je serai 100% aligné entre mes paroles et mes actes. La question s'est déjà posée pour moi. Bien. En 2024, lors de la dissolution, on m'a donné le choix du Front républicain avec la France insoumise pour battre le Rassemblement national. J'ai refusé le Front républicain avec la France insoumise pour battre le Rassemblement national. Merci. Parce qu'on ne combat pas le Rassemblement national avec l'hérésie de l'alliance Merci. de la France Vous m'avez pas insoumise. répondu. Je Merci. combattrai la France insoumise et le Rassemblement national, et c'est la raison pour laquelle nous avons Charles besoin de nous Redouel rassembler autour d'un projet était l'invité politique du grand de rupture. rendez-vous Merci Europe 1, beaucoup. CNews, Les Échos. Très bon dimanche.